ça justement au mal financement universitaire et peut-être aussi faire un petit lien avec la hausse des frais de scolarité des étudiants. En 2 minutes. En 2 minutes. Oui, brièvement, s'il vous plaît, les réponses. Alors, je vous invite à vous avancer sur les côtés, les gens qui voudraient poser des questions. Oui, donc c'est la question du lien entre le conflit de travail ici et à l'Université de McGill dans le contexte du financement, puis le lien avec les hausses de frais de scolarité. Il y a plusieurs liens à faire. Évidemment, la question centrale, c'est la fameuse politique salariale gouvernementale. Je tiens quand même à corriger l'idée que les syndicats de la fonction publique et d'autres secteurs l'ont accepté, et donc nécessairement, ça serait équitable pour le secteur universitaire de l'accepter aussi. C'est-à-dire que ces conditions-là ont été largement imposées par le gouvernement, soit par loi spéciale, soit par menace de loi spéciale. Donc, de dire que les syndicats de la fonction publique ont librement accepté en fait, en coût réel, ces réductions salariales-là, c'est pas tout à fait vrai. Mais dans le contexte du financement universitaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait plusieurs années que la CREPUC, c'est-à-dire la Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec, réclame auprès du gouvernement du Québec ce qu'il dit, c'est une marge de manœuvre financière, hein, mais souvent c'est une façon cachée de demander des augmentations des frais de scolarité. Et ils basent ces demandes-là sur leur analyse du sous-financement du système, qui exclut certains postes où le Québec performe le mieux, notamment ou dépense le mieux. Non. Où le Québec soit performe le mieux, soit a les plus grandes parts de revenus. Donc, notamment au niveau de l'immobilisation et des activités de recherche subventionnées, c'est-à-dire la recherche subventionnée externe ne compte pas. Quand on regarde, en fait, le montant que le CREPUC demande, ou demandé, c'est à peu près la différence, si on comptabilise tout le monde, les étudiants, les différences des frais de scolarité entre Ontario et Québec. Donc, le gouvernement, évidemment, il y a un élément du mouvement étudiant qui est embarqué dans ce discours-là, parce que le mouvement étudiant, feu cassé, etc., revendiquant une plus grande accessibilité aux études, disent, regarde, il faut avoir plus d'investissement dans le système universitaire. Ce qu'ils n'attendaient pas nécessairement, c'est que le gouvernement allait prendre le ballon en volant, puis le remettre sur le tableau d'augmentation des frais de scolarité. C'est-à-dire, vous avez raison, les fédérations étudiantes, on est sous-financé. Gadon, il va falloir payer votre part. Donc, quand ils ont fait cela, évidemment, entre autres pour faire bonne figure auprès du mouvement étudiant, ils se sont dit, ben, on ne peut pas aller chercher l'argent dans la poche des étudiants et tout simplement finir par que les universités le donnent à leurs salariés. Il faut rassurer les étudiants qu'en allant chercher plus de frais de scolarité, on va leur donner un meilleur service ou ils vont avoir quelque chose de mieux. Là. Ils vont recevoir quelque chose, puis ils ne vont pas le voir, cette amélioration, si ça va aux augmentations des masses salariales des universités. Et c'est là donc où la politique salariale gouvernementale joue, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé le document de financement pour serrer le vis aux universités puis dire oui, on va vous donner plus de frais, mais pas si vous allez augmenter les salaires de vos salariés. Très brièvement, à McGill, il y a un élément aussi syndical là-dedans. Donc, il faut comprendre que McGill et l'Université de Sherbrooke, comme l'a mentionné M. Buteau, c'est les deux premières institutions de négocier une nouvelle convention collective depuis l'adoption de ce plan de financement. Donc, tout le monde les regarde. Il faut aussi comprendre qu'il y a une dynamique syndicale. C'est-à-dire que MUNACA, donc l'Association de salariés à l'Université McGill, était pendant longtemps, genre 20 ans, un syndicat autonome. Et récemment, ils se sont affiliés. Et les deux syndicats qui étaient en liste pour l'affiliation, c'était l'Alliance de la fonction publique du Canada et le syndicat canadien de la fonction publique. Les deux syndicats qui représentent maintenant, un syndicat représente MUNACA, l'autre représente le CESUS. Donc, ni l'un ni l'autre de ces syndicats veut être le premier à flancher, évidemment parce qu'il y a une dynamique de la recherche d'autres accréditations syndicales dans le milieu universitaire. Donc, évidemment, s'ils veulent aller chercher d'autres accréditations, ils ne veulent pas être ceux qui ont négocié une entente à rabais. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvre. Merci. Est-ce que j'aurais une autre question dans ce point-ci tout à l'heure? Oui?
Ma question s'adresse à M. Bouteau. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des circonstances. Ah oui, mon nom c'est Céline Niquet, j'étudie à la maîtrise en économique. Donc, j'aurais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé des circonstances économiques qui ont changé depuis 2008, depuis l'entente qu'il y a eu à l'Université de Chicoutimi. Donc, vous avez notamment abordé le sujet de la crise. J'aurais juste voulu vous questionner, en fait, vous faire remarquer que, habituellement, en temps de crise, au contraire, on observe une augmentation d'étudiants dans les universités, donc comme le chômage augmente, les gens souvent effectuent un retour aux études. Donc, comment vous expliquer alors que les universités tout d'un coup ont moins d'argent s'ils ont plus de clientèle? On parle bien de clientèle à partir du moment où on facture les étudiants continus à l'université. En fait, oui, votre raisonnement est vrai sur le fait qu'habituellement, des crises économiques entraînent un retour aux études dans bien des cas. Je vous rappelle toutefois que le payeur de ce retour aux études demeure le gouvernement. Okay? Et dans le cadre d'une crise économique comme celle qu'on vient de vivre, c'est à coût de milliards de dollars que le gouvernement, autant du Canada que du Québec, a soutenu l'économie afin de passer à travers. Et là, ils arrivent en disant, on a réussi malgré tout, à pas trop mal s'en tirer, mais on s'est endetté de dizaines et de dizaines de milliards de dollars. Maintenant, il faut se rembourser. Et là, il faut couper. Et là, actuellement, les gouvernements, dans toutes les provinces, vous avez juste à suivre ce qui se passe dans l'actualité, tous les gouvernements sont en train de faire des coupures massives dans les emplois, la fonction, notamment publique, des non-remplacements de départ à la retraite, bref. Et évidemment, ils se retournent de bord en disant, ben vous autres, les universités, oui, on va vous refinancer, mais vous devrez faire votre part. Et il nous arrive avec les conditions dont on parle depuis tout à l'heure sur quels sont les paramètres avec lesquels vous pourrez utiliser les fonds. Et si vous vous éloignez trop de la PSG, bien évidemment, on s'enfonce parce que toutes les subventions que l'on reçoit du gouvernement, l'indexation annuelle est basée sur le principe que nous, on respecte la PSG. Le gouvernement, lui, prend pour acquis qu'on la respecte. Donc, dans les faits, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de la respecter, dans le sens qu'officiellement, mais si la subvention qu'il nous verse, lui, le gouvernement prend pour acquis qu'on a payé la PSG, puis qu'on donne plus que la PSG, bien, l'équation ne balance pas. Les revenus ne seront pas au rendez-vous et on tombera en déficit. Or, les règles de financement liées au refinancement sont claires. Les universités doivent être en équilibre budgétaire et le demeurer, et en plus, ils doivent commencer à rembourser leur déficit accumulé. L'Université de Sherbrooke a 22 millions à rembourser sur 15 ans, donc c'est 1,5 million de dollars par année où on doit rembourser nos dettes. Donc, on est pris avec ces contraintes-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, vous s'approchez. Nicolas Barbeau, de Sciences. Donc, vous nous dites que dans le fond, vous êtes pris avec des contraintes, mais à ce que j'ai pu voir, c'est moi qui suis en de Longueuil, j'ai vu voir que vous avez construit un beau bâtiment là-bas. Ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas de programme complet qui se donne là-bas, donc il y a certains cours. Donc moi, je me demande, à partir du moment où est-ce que vous dites que vous êtes pris avec des contraintes, est-ce que c'est pas dû à des mauvais choix que vous avez fait plutôt, qui vous obligent justement à avoir dans vos C'est une excellente question. Je vous remercie pour l'avoir posée parce que on va commencer à détruire certains mythes. Okay? Donc, l'édifice à Longueuil, comme quoi ça a été une mauvaise décision ou une erreur de gestion, il faut se rappeler d'une chose. Okay? Si nous sommes à Longueuil, c'est parce que le gouvernement de l'époque nous l'a demandé. Il avait demandé aux universités de Montréal d'offrir des services de formation universitaire en Montérégie et les universités avaient décliné en disant qu'ils traversent le pont. C'est aussi simple que ça comme réponse. Le gouvernement de l'époque nous avait dit « Pouvez-vous, Sherbrooke, offrir des services? » Et on a commencé à se déployer. Et finalement, ça répondait tellement à une demande qu'à un moment donné, on s'est installé dans un édifice, l'édifice Saint-Charles, dans lequel on était à location. On louait des locaux. Et à un moment donné, on a commencé à regarder la situation, puis on s'est dit, bien, plutôt que de mettre cet argent-là dans de la location, est-ce que ce ne sera pas plus brillant de devenir propriétaire de notre édifice? Et là, on a fait une analyse de la situation, de la croissance anticipée des besoins de formation, etc., etc., du financement qu'on recevrait du gouvernement
pour soutenir cette formation-là, et l'équation était positive. C'était une bonne idée de construire cet édifice-là, et le gouvernement l'a reconnu puisqu'il a injecté de l'argent dans la construction de cet édifice-là. Et donc, aujourd'hui, l'édifice est ouvert, et c'est un bel édifice, on en convient. C'est le premier volet. Deuxième volet qu'il faut comprendre, parce que quand on parle de mélanger les gens et le béton, il faut comprendre aussi que quand on reçoit des enveloppes du gouvernement, elles sont séparées. Il y a des enveloppes qui servent au fonctionnement des universités, il y a des enveloppes qui servent aux immobilisations des universités, donc aux bâtiments. Et il n'y a pas un étudiant ici qui ne dira pas qu'il souhaite avoir des locaux adéquats, des équipements adéquats, les profs veulent avoir des bureaux adéquats, de l'espace. Cet édifice-là date de quelques années parce qu'on a réussi à aller chercher un financement, mais ce sont des enveloppes distinctes et pour lesquelles, effectivement, ce qu'on a dans une enveloppe, on ne peut pas le transférer dans l'autre parce que ça nous tente de le faire comme ça. Il y a effectivement des mécaniques qui ont été imaginées il y a quelques années de dire, puisque le financement des immobilisations, c'est-à-dire des bâtiments par le gouvernement, était déficient, il y a effectivement eu de dire on va comme se prendre des hypothèques et on va se rembourser. Mais l'objectif, c'était pas de construire des éléphants blancs, c'était de répondre à des besoins criants d'espace. Et je suis convaincu qu'il y a encore ici des étudiants qui se demandent mais quand est-ce que vous allez rénover tel local? Ben, c'est ça. Merci. Une autre question? Renaud Girardeau, président de l'Association des étudiants de l'éducation. C'est plus un commentaire qu'une question. J'aimerais juste signifier que les services aux étudiants qui seraient bonifiés par l'argent qui proviendrait du financement des universités, c'est toujours bien quelqu'un qui l'offre, ce service-là. Cette personne-là, c'est un employé. Puis bien souvent, c'est un employé de soutien. Puis on le voit en ce moment, il y en a qui vivent des situations très pénibles dans le laboratoire en ce moment. Ils n'ont pas de service parce qu'il n'y a plus d'employés de soutien pour les offrir. Si on veut plus de services pour les étudiants, il faut toujours bien que les gens qui travaillent à donner ces services-là aient des bonnes conditions de salaire. Je me permettrai quand même de réagir, même si c'est seulement un commentaire. Moi, je pense qu'il y a un aspect sur lequel on ne discutera pas longtemps, OK? C'est l'importance que nos employés de soutien occupent dans le fonctionnement de l'université. Nous en sommes tous conscients. Par ailleurs, il y a un autre élément, je pense, sur lequel non plus on ne devrait pas discuter longtemps, c'est la qualité des conditions de travail de nos employés de soutien. Ils ont d'excellentes conditions de travail. Ce n'est pas non plus en soi, pour moi, l'enjeu principal. L'enjeu est beaucoup plus de dire à quoi doit servir l'argent pour, je dirais, améliorer les services aux étudiants. Et le constat, c'est, puis la commande est claire du gouvernement, vous pouvez embaucher plus de monde, mais on ne s'attend pas à ce que vous fassiez exploser les salaires de ces personnes-là. Ils sont déjà bien payés. Maintenant, ce qu'on est prêt à faire, c'est de vous permettre d'en embaucher plus pour améliorer les services. C'est